d'emblée. Je souhaite également préciser à ceux de nos amis qui ne sont pas, ou pas encore, francs-maçons, frères ou sœurs, que le caractère religieux de ce lieu, qui a été acquis dans les débuts du XXe siècle par la Grande Loge de France, ne doit pas tromper quiconque sur la réalité de la démarche initiatique de la Grande Loge de France, qui n'a rien de religieux, quand bien même elle est spirituelle. Je vais essayer de le démontrer, parce que, pour être clair, il est difficile d'évoquer un sujet comme humanisme et transcendance sans s'installer dans le champ du spirituel, mais en essayant de préciser ses contours. Humanisme et transcendance. Ces deux concepts se sont opposés dans l'histoire. Je vais essayer de vous proposer une réflexion qui permettrait éventuellement de les associer, car, tout en le précisant un peu plus avant tout à l'heure, si l'humanisme a essayé de centrer le destin de l'homme sur l'homme lui-même, considérant qu'il ne relevait que de sa vérité humaine de construire le projet humain, eh bien la transcendance voulait évoquer autre chose qui est de l'ordre de l'altérité radicale, de l'extérité radicale et de ce qui spatialement pourrait être considéré comme au-dessus. La transcendance, généralement, c'est pas en dessous, c'est au-dessus, mais c'est ailleurs et c'est autrement. Eh bien, il y a, dans l'idée de rapprocher ces deux concepts, humanisme et transcendance, une volonté de passer de ce qui pourrait être un conflit ou un antagonisme de concepts à la volonté qui est la nôtre, à faire en quelque sorte des travaux pratiques maçonniques, de concilier ces deux binaires dans quelque chose qui serait le ternaire d'un humanisme spirituel ou d'une spiritualité humaniste, car si ces concepts se sont combattus dans l'histoire, je crois qu'il est urgent de les repenser non plus en antagonisme ou en opposition, mais en les conciliant et en les travaillant de manière conjointe. Je vais le développer dans mon propos. Et je vais commencer rapidement par quelques considérations d'ordre général. Nous ne savons pas où va le monde, mais nous savons comment il va. Il ne va pas formidablement bien. Et il ne ressemble pas au lac tranquille du poète romantique. Il ne semble pas menacé, sauf erreur, aujourd'hui par l'amour infini de tous pour chacun et de chacun pour tous, et comme l'a dit un grand penseur qui avait saisi la dimension du problème, le chaînon manquant entre le singe et l'homme, ce chaînon manquant, c'est peut-être nous. Le passé n'est pas mort, le futur a du mal à naître. Quant au présent, si on le limite à ce que l'on en voit au journal de 20 heures tous les jours, on peut être saisi d'un doute. Faisons un flashback rapide. Le début du XXe a commencé dans les fanfares terrifiantes et assourdissantes des barbaries totalitaires, rouge, marron, noir. Ça a fait des millions de morts, mais en plus, cela a tué une certaine idée de l'être humain et de l'humanisme, qui est probablement à repenser, raison pour laquelle je propose ce sujet de réflexion aujourd'hui. À la fin de cette période terrifiante d'une cinquantaine d'années, les êtres humains qui restaient ont levé les bras au ciel et se sont dit « plus jamais cela ». Malgré cela, la fin du siècle a vu revenir en force des idéologies assez sûres d'elles-mêmes et de leur terrifiante certitude pour s'imaginer que le salut de certains peuples, communautés, cultures devait passer par leur domination et manifestement disposés à se donner les moyens d'y parvenir. Sur le plan économique, nous vivons le temps de l'efficacité maximale et des finalités minimales. Le libéralisme, qui aujourd'hui triomphe, connaît sur le plan de la production et de l'économie en général des réussites exceptionnelles, mais il laisse beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants au bord du chemin et désocialise les plus faibles qui sont, faut-il le rappeler ici, nos sœurs et frères en humanité. La statue glorieuse du Golden Boy, avatar mythique d'une économie pour laquelle la vitesse de déplacement des capitaux spéculatifs a sans doute plus d'importance que ce qu'ils contribuent à produire,
Trône au sommet d'une pyramide virtuelle et de matériaux composites dont la seule mémoire risque de n'être un jour qu'un cours de bourse, ce qui n'est pas suffisant, vous en conviendrez, pour étayer un projet de civilisation. De nouveaux moyens de communication, exceptionnels par leur performance technique, mais la fascination technologique ne peut pas tenir lieu de religion, de morale ou de politique. Ces nouveaux moyens de communication nous sont présentés par quelques illusionnistes comme une solution à toutes les solitudes, et on voudrait nous faire croire que télécommuniquer, c'est communiquer, et que cela pourrait finir par faire tomber les barrières de la haine entre les êtres humains, ce qui serait plaisant si ça n'était pathétique. Quant à la technoscience, association subtile de la recherche scientifique et de son déploiement technique, quant à la technoscience, elle continue de prétendre, avec une increvable obstination, être en mesure d'apporter le bonheur aux êtres humains. Alors le confort, c'est évident. Le confort, c'est évident, et nous en bénéficions tous les jours. Confort inégalé dans l'histoire du monde, même s'il est inégalement réparti. Quant au bonheur, c'est d'autre chose qu'il s'agit, et faisons là aussi un retour sur le XVIIIe siècle dont nous sommes issus. À la fois une part de la maçonnerie en est issue, mais notre société incontestablement en est issue, même si elle trouve également des racines plus lointaines dans l'âge classique, dans la Renaissance, et pourquoi pas dans la Grèce antique, Rome et Jérusalem. La formule est de Renan, Ernest. Nous sommes les héritiers, dit-il, d'Athènes, pour sa rationalité, sa philosophie, de Jérusalem pour sa spiritualité, le sens de la transcendance, et de Rome, au sens où Rome a été capable d'établir le modèle et le système juridique qui s'est installé sur les concepts de la philosophie grecque et qui a permis de les déployer dans le monde grâce à cette science que les Romains avaient du droit. Que s'est-il passé alors que le XVIIIe était porteur de toutes les promesses? Eh bien, l'erreur est peut-être de considérer que la rationalité scientifique et technique, qui est un instrument exceptionnel, le meilleur sans doute, au service d'un progrès de la connaissance, pouvait automatiquement se transformer en raison morale et politique capable de faire vivre les êtres humains entre eux et de générer, comme par miracle, la concorde et l'harmonie, ceux qui, en d'autres termes, ont passé du rationnel au raisonnable. Mais il y a solution de continuité, malheureusement, entre les deux. Et cet échec a engendré une déception qu'on appelle la névrose ou la psychose postmoderne. Déception pourquoi? Mais parce qu'il y a dans la vie des êtres humains des réalités qui ne relèvent pas de l'approche scientifique ou technique, qui ne relèvent pas de la logique binaire, de l'approche analytique ou de la démarche scientifique sur laquelle elle s'appuie, et des vérités qui, malgré cela, même si elles restent parfois un incontestable mystère, vérités qui n'en ont pas moins une incontestable évidence qui ne permet en aucun cas de douter de leur existence, les vérités du bonheur et du malheur, les vérités de l'amour et de la haine, les vérités du bien-être et de la souffrance, ou celles de la beauté et de la laideur morale, ce sont des vérités tout à fait aussi essentielles pour les êtres humains que celles de la science, de la logique, des mathématiques et des sciences dures en général, même s'il est quasiment impossible, voire absolument impossible d'en trouver le syllogisme ou l'équation. Et ces vérités qui relèvent d'une façon générale de tout ce qui fait la vie de relation entre les êtres humains et de leur capacité à donner du sens à leur vie, seraient-elles moins importantes pour nous que ces vérités scientifiques qui nous permettent de faire décoller et atterrir des avions grâce à la fulgurante capacité de calcul des ordinateurs qui en régulent le fonctionnement? Je ne le crois pas du tout, je crois même le contraire. Et on pourrait faire de ce phénomène une analyse critique inspirée par celle que fit Friedrich Nietzsche à la fin du XIXe siècle. Il considérait que sa société, que sa culture plutôt, était affectée d'une pathologie qui résidait dans son incapacité à promouvoir de véritables valeurs et à se donner un véritable sens majuscule, hormis celui qui pouvait se déduire du triomphe de la révolution industrielle qui, à l'époque, faisait tourner à plein régime des usines de feu, de fer et d'acier. On est dans un mythe quasi prométhéen, des usines de feu, de fer et d'acier.
et qui tournaient dans les balles de Rome, de Vienne, de Berlin et de Paris, en refusant de voir arriver les orages que pourtant lui annonçaient déjà 20, 30, 40 ans avant les poètes, les philosophes, les penseurs et les artistes en général. Nietzsche considérait cette culture comme une culture de dépressif chronique, ce qui est un peu amusant quand on connaît la fin de sa vie, car dépressif il le fut et pas chronique, mais sans être d'accord sur tout avec lui, car il est impossible d'être d'accord sur tout avec lui et sa violence. L'entendre ne peut pas faire de mal. Et à un siècle de distance environ, il meurt en 1900, la survalorisation actuelle de cette technoscience peut ressembler comme à un symptôme de cette maniaco-dépression moderne. Nous nous réjouissons d'avoir, grâce à la science et la technologie, détruit les superstitions qui donnaient du sens parfois à la vie de nos ancêtres, et nous avons incontestablement raison. Vouloir revenir en arrière sur ce point, c'est en quelque sorte quelque chose comme vouloir revenir à des positions se référant à un ésotérisme frelaté à vendre dans des boutiques ou des arrière-boutiques aux odeurs rances. L'ésotérisme frelaté, ça existe, les gourous, ça existe. Je reçois toutes les semaines des ouvrages, des livres et des lettres de gourous qui veulent nous expliquer ce que la Grande Loge de France devrait devenir. Alors on va essayer de résister. Mais ça existe et je pense qu'il faut s'en méfier. Vous savez que l'activité sectaire est extrêmement importante dans notre pays. Vous savez que l'activité sectaire est même tellement importante qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus qualifier un mouvement de secte car vous vous retrouvez au tribunal immédiatement. Et du reste, une des missions à laquelle participent les obédiences maçonniques, en tout cas la Grande Loge de France, et elle n'est pas la seule, c'est la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et non pas contre les sectes, contre les dérives sectaires, et nous y participons car c'est un service mis en place par l'administration française et qui est présidé par un préfet de la République. Nous participons donc à ce travail. Mais, je ferme la parenthèse, au nom de cette rationalité technoscientifique qui est souveraine, nous avons peut-être balayé, avec le fatras mystique et magique qu'il fallait balayer, ce qui pouvait donner du sens aux vies des êtres humains. Et la spiritualité, par exemple. Je ne parle pas de la religion, je parle de la spiritualité. Et le sacré, par exemple. Là non plus, je ne fais pas de référence religieuse, car il existe évidemment un sacré non religieux. La référence à des mythes fondateurs ont été relégués dans le même temps au rayon poussiéreux des accessoires d'un théâtre dont les acteurs aujourd'hui pointent au chômage de très longue durée et probablement très mal indemnisés. Mais des failles, de véritables fêlures sont apparues dans notre vision moderne ou postmoderne du monde, fondée sur cette extraordinaire formule de Descartes, qui est un des initiateurs de la modernité dans laquelle nous vivons. Descartes qui meurt en 1650, je crois, donc début du XVIIe siècle, et qui dit que le savoir, c'est sa formule, je le cite, est destiné à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Maîtres et possesseurs de la nature. C'est sa formule. Le programme est pour une bonne part réalisé, même s'il reste toujours à découvrir, à faire, à inventer. Il se poursuit à très grande vitesse entre la mise en œuvre de nanotechnologies qui instrumentalisent l'infiniment petit. Les nanotechnologies que l'on apprend aujourd'hui à de jeunes ingénieurs de 23 ou 25 ans dans les écoles, c'est la maîtrise de la grandeur 10 puissance moins 9, c'est-à-dire le milliardième de mètre. Ce qui va leur donner, sur la maîtrise du réel et sa transformation, un pouvoir exceptionnel dont on ne se pose pas encore aujourd'hui suffisamment la question de savoir s'ils seront capables d'en gérer les impacts et les conséquences éthiques ou morales. Car on ne leur enseigne pas forcément la réflexion sur les impacts ou les conséquences éthiques ou morales de cette maîtrise du réel. Mais d'un côté, la maîtrise de l'infiniment petit et de l'autre, de l'infiniment grand par la mise en œuvre de télescopes pointés vers quelques trous noirs situés à des millions d'années de lumière d'où nous reviennent comme des solitudes interconnectées et partenaires. Formule d'Edgar Morin, science sans conscience. D'Edgar Morin, science sans conscience, la manipulation est devenue une caractéristique majeure de ces technosciences qui font ainsi peser des menaces sur le futur, car si elles nous donnent la maîtrise, en effet, de la réalité et la capacité à se transformer, et à le transformer, elles n'ont pas toujours elles-mêmes la maîtrise de l'utilisation de leur propre savoir.
Et il se produit aujourd'hui avec la génétique et la biologie ce qui s'est produit il n'y a pas si longtemps avec l'atome lorsqu'il est sorti des enceintes confinées des laboratoires. Cette maîtrise technoscientifique a fait de nous de véritables Prométhées déchaînés, et non plus enchaînés comme dans le mythe. Des Prométhées déchaînés, et qui tient peut-être à la nature congénitalement peu capable des êtres humains à modérer avec sagesse l'utilisation qu'ils font des savoirs et des connaissances qu'ils ont acquises. Les alliances anciennes entre les hommes et le monde ont été révolues. Vous voyez, la formule est un peu poétique, parce que les alliances anciennes entre les hommes et le monde qui les entourent ont été révolues. Ça peut être de la poésie un peu déconnectée. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque la formule est d'un prix Nobel de chimie. Grand scientifique s'il en fut, Ilya Prigogine, que vous connaissez peut-être. Les alliances anciennes entre les hommes et le monde ont été révolues, et nous avons parfois du mal à trouver un sens véritable à nos existences. Nous sommes devenus des solitaires interactifs et des génies du virtuel, fascinés par les reflets dans les écrans de nos PC, comme Narcisse le fut autrefois par ses reflets dans l'eau. On connaît la suite de l'histoire. Et nous sommes parfois un peu désorientés. Pour quelle raison? Parce que nous demandons à la science et à la technique de nous donner des réponses à des questions sur lesquelles elles ne sont pas pertinentes. Car si elles sont impériales l'une et l'autre, science et technique, impériales sur la question des moyens de l'action, des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et pour faire avancer les recherches, elles sont totalement incompétentes sur la question non pas des moyens